Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour, bonjour à tous. Quelle joie de se retrouver, je pense, ici dans toute la fébrilité du Salon du Livre. On le voit, vous êtes nombreux, nombreuses, et particulièrement pour célébrer la lecture, l'écriture, la littérature. Et je suis personnellement très emballée par cette table ronde. Je vais me présenter, je m'appelle Sandrine Galland et je suis ici avec ces trois auteurs pour parler de la place de la culture populaire et dans la littérature, dans vos pratiques d'écriture. Donc, très heureuse d'être là. Peut-être, avant de commencer, il faudrait d'emblée essayer de définir qu'est-ce que la culture populaire, hein, et pourquoi on a l'habitude de l'opposer ou à tout le moins la mettre en parallèle avec une culture qui, elle, n'a pas besoin d'adjectifs, de qualificatifs. Hein. C'est le titre de la table ronde ici, culture ou culture pop. C'est toujours un peu périlleux de demander à quelqu'un qui a fait beaucoup d'études sur un sujet de le résumer en 3 secondes et quart. Et j'ai fait mes études doctorales sur un phénomène pop. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas se perdre dans les méandres. On va se dire que est généralement compris comme de la culture populaire ce qui est produit en grand nombre, souvent, mais pas toujours, par des industries culturelles puissantes. On pourrait penser par exemple à Hollywood. Et peut-être surtout, qui est consommé, aimé, acheté par le plus grand nombre, donc qui est populaire. Un exemple ne fait généralement bonne figure. On pourrait peut-être penser à la manière dont vous envisagez des films à grand déploiement, comme, j'essaie de penser à quelque chose rapidement, une franchise à la Rapide et Dangereux, versus quelque chose comme un film d'auteur ou un film à grand déploiement, mais qui est considéré comme noble ou plus complexe. On va mettre ça en 1000 guillemets, hein, vous allez voir, ça va être le cas aujourd'hui, comme le Dune de Villeneuve qui vient de paraître. Je pense que là, on aurait peut-être une opposition culture-pop-culture, ou en tout cas l'opposition dans laquelle on aime placer ces objets, mais on aura l'occasion de s'en reparler avec ce que vous travaillez dans vos livres en général. Donc voilà le moment de vous présenter ces livres et ces auteurs et ces autrices, et je suis très emballée parce que ça a été un plaisir de lecture profond. Alors tout d'abord, à ma gauche, j'ai eu peur de me tromper, ma gauche et ma droite, c'est un problème. Donc à ma gauche, Frédéric Côté, qui œuvre dans le domaine littéraire, mais aussi à la télévision, si je ne me trompe pas, avec son percutant Filibuste, publié chez Au Cheval Doux. Ensuite, à côté d'elle, nous avons Fanny Demeule, qui nous présente le très pop, j'ai envie de dire, Mukbang, publié chez Tête Première. Non, oui, Tête Première, pardon, j'ai eu peur. Et finalement, le dernier et non le moindre à ma droite, Jean-Philippe Barry-Guerrard, qui nous présente le douloureusement actuel Haute Démolition, paru aux éditions de Ta Mère. Hein? Donc, on va reparler de vos livres en profondeur, comme je disais, pour réfléchir à comment la culture populaire s'inscrit dans vos pratiques et dans vos écritures, parce que déjà d'entrée de jeu dans vos 3 livres, peut-être essayer de voir comment ils se rassemblent, vous avez déjà dans la forme, donc dans la manière dont ils sont écrits, je crois, une pratique pop. Je pense évidemment tout d'abord aux hyperliens, au code QR, d'ailleurs revenu au goût du jour, merci passeport vaccinal, qui parsème ton livre ici, Fanny, pardon. Mais, et je pense aussi à vos narrations qui se rejoignent toutes les 3, qui ont quelque chose d'instantané, de très urgent, peut-être propre à une culture du réseau social et de l'instantané. Et bien aux objets que vous travaillez, bien sûr, Frédéric, tes 4 personnages, la trame, le fil rouge qui traverse toute ta narration, leur amour pour Love Story, une télé-réalité que l'on connaît peut-être très bien encore, qui a été très populaire au Québec. Jean-Philippe, tu t'arrêtes sur le milieu de l'humour québécois, très pop, sujet très pop, comme je disais, un peu douloureusement actuel avec les dernières poursuites au civil contre l'ancien magnat de l'humour Gilbert Rozon. C'est le propre aussi de la culture populaire, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est de s'inscrire dans le réel et dans le contemporain. Et Fanny, tu t'intéresses à un phénomène Internet, un phénomène YouTube, entre autres, le mukbang. On aura l'occasion d'en reparler. Donc peut-être ma première question, ce serait celle d'une amoureuse de la culture pop pour d'autres amoureux et amoureuses de la culture pop, c'est-à-dire comment vous dansez cette danse avec... en fait, quel est votre rapport à la culture populaire dans vos vies, mais aussi dans vos écritures? Est-ce que ça a été l'aventure d'un soir, d'un livre, ou au contraire, ça teinte, c'est une longue relation qui teinte votre écriture en général? Je ne sais pas si quelqu'un veut se sent interpellé.
Tu peux y aller. En fait, moi, c'est drôle. Moi, c'est pas... Je dirais pas que c'est quelque chose qui est au centre de mon œuvre du tout. C'est le sujet m'intéressait du milieu de l'humour pour Haute Démolition parce que je trouve qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Ça m'a intéressé parce que j'avais le goût de parler de pouvoir, parce que c'est un de mes thèmes récurrents dans tout ce que j'écris. Concentration d'argent, concentration de fame égale pour moi concentration de pouvoir. Mais de manière générale, tu vois, j'ai été étonné d'être invité à cette conversation-là parce que j'ai pas eu de réelle réflexion. Je me suis pas rendu compte que je faisais un livre qui était extrêmement pop en l'écrivant. Moi, je discrimine pas beaucoup non plus dans ma consommation culturelle. J'écoute du cinéma américain, j'écoute du cinéma d'auteur. Je lis des trucs grand public. Je vais lire des auteurs morts, obscurs. Fait que pour moi, il n'y a pas vraiment de prise de position de ma part là-dessus. Je suis très dans le buffet à volonté culturelle, peu importe sa qualité ou sa désignation, disons. Oui, ben, je crois que c'est quelque chose à quoi je m'identifie aussi personnellement. Je sais pas si... Même chose, je pense que la culture pop a fait partie de ma vie depuis très longtemps. Bon, j'ai grandi dans les mondes de fiction que sont la fantasy principalement, la science-fiction. J'ai toujours aimé l'imaginaire, donc c'est vraiment ce pan de la culture pop-là qui est avec moi depuis très longtemps. En tant qu'autrice, par contre, je dois dire que c'était vraiment une première avec Mukbang où vraiment je m'attaquais de front à un phénomène de culture pop. J'ai quand même étudié au doctorat en culture populaire, donc full disclosure, Sandrine et moi étions en même temps à l'UQAM au doctorat. Je m'intéressais beaucoup aux personnages de femmes guerrières dans les fictions contemporaines populaires. Et une partie de ma recherche s'intéressait beaucoup à l'aspect participatif des œuvres populaires. Donc, comment consommateurs, consommatrices, lecteurs, lectrices, on interagit avec ces figures-là. Et en cela, je pense que vraiment une grande partie de mon intérêt de recherche, mais aussi dans ce que j'ai créé à travers Mukbang, c'est vraiment la focale qui est portée sur l'interaction qu'on a avec la culture pop et comment aujourd'hui on est aussi dans une ère de consommateurs-producteurs. Donc, on est là non pas seulement en consommant de la culture pop, mais aussi en participant à cette culture-là, en proposant même de nouveaux objets, que ce soit de la fanfiction ou des vidéos YouTube de Mukbang. Oui, ou justement créer de nouvelles lectures à travers tes hyperliens. Tout à fait, en nous amenant sur d'autres pistes, en nous faisant rire aussi. Il y a beaucoup d'humour à travers les hyperliens que tu crées dans ton livre. Tout à fait. Tout à fait, oui. Tout le volet interactif, participatif. Je cache pas, j'aime toujours créer ce genre de rapport-là avec mes œuvres antérieures aussi, Déterrer les eaux et Au clair naturel. Je tiens vraiment, vraiment compte de mon lectorat quand j'écris. J'essaie de m'amuser, en fait, avec les personnes qui me lisent. Mais là, avec Mukbang et effectivement, ces codes QR, c'est vraiment de proposer plusieurs avenues de lecture, autant d'avenues de lecture possibles, en fait, pour chaque personne qui prend le livre. Je ne sais pas si tu avais quelque chose par rapport à... Oui, par rapport à la culture pop dans ma pratique, c'est sûr que je peux moins parler de pratique que j'ai l'impression, vu que j'ai un livre de publié, mais pour moi, c'est fondamental à ma vie. Tu sais, la culture populaire et dans tout ce que je fais, je discrimine pas beaucoup non plus dans ma consommation, mais j'y vais aussi beaucoup de ce côté-là. Tu sais, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que j'ai étudié en littérature. C'est Harry Potter qui a fait partie le plus de ma jeunesse. Si on parle de littérature, c'est vraiment important et intrinsèque à mon écriture. Mais surtout, comme je m'intéresse à la famille, au trauma de l'enfance, pour moi, c'est équivalent. La culture pop qui existe entre 2002 et 2010 a le même impact sur ma vie qu'un trauma d'enfance. Donc, pour moi, le soir que Priscilla a été éliminée à Love Story puis que j'ai pleuré, je m'en souviens autant qu'une chicane avec ma mère qui pourrait se retrouver dans un livre. Donc, c'est pour moi la même nostalgie, la même présence. C'est la même Madeleine de Proust. Dans le fond, ça me ramène autant à cette époque-là et dans l'enfance. Donc, la culture pop, pour moi, va toujours être aller de pair avec la famille, avec la maternité, avec tout ce que j'aborde dans mon livre. C'est intéressant parce que finalement, j'avais l'impression que c'est vers ça qu'on allait aller. C'est que cette culture pop, soi-disant non consacrée, non sérieuse, elle nous permet d'arriver à des chemins qui le sont ou qui sont considérés, c'est-à-dire la publication de livres, les études universitaires, etc., etc. Tout à fait. Et là, vous avez comme évoqué quelque chose toutes les deux, et l'hyperlien me permet de faire le saut. Bon, on est généralement de la même génération, je dirais, ou plus ou moins, à vue de nez. On a donc grandi avec Internet, à plus ou moins proximité. Il était peut-être là un peu avant ou est arrivé pendant. C'est le cas de ta narratrice, la première narratrice de ton livre, Fanny. Donc, on baigne dans cette espèce d'ambiance de dissémination de la culture, j'ai envie de dire, à travers les canaux des réseaux sociaux, avec tout ce que ça a d'instantané, mais aussi avec tout ce que ça a d'éphémère.
Et c'est un peu le cas de Love Story, finalement. Je parlais de ton roman à mes étudiants de cégep avec grande joie. Je leur recommandais. Et puis, je leur ai demandé, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est Love Story? Évidemment, j'avais des points d'interrogation à la place des prunelles. On est déjà très vieux. Oui, c'est ça. C'est qu'on est déjà plus la culture pop de quelqu'un d'autre. Et je me suis demandé comment on gère ces tensions-là dans l'écriture entre une culture pop qui, du jour au lendemain, je pense que c'est un peu le propre de la culture pop, peut devenir désuète ou alors peut avoir vieilli, ou même... Ce qui arrive parfois, c'est qu'elle devient un classique. Ça peut aussi devenir passer de l'autre côté, si on veut, de ces tensions-là. Et je me demandais comment vous réfléchissez à cet aspect éphémère, si ce n'est que, par exemple, les liens de tes codes QR ne marcheront peut-être plus. J'adore cette question. Effectivement, on a pensé au lien des codes QR, puis on s'est dit, est-ce qu'on fait une mise à jour bisannuelle, annuelle, pour remettre des liens qui sont à jour? Et moi, ma réponse, c'était non, il faut laisser tel quel, parce que ça fait partie de l'expérience que, justement, un jour, il va y avoir des dead-ends au bout de ces hyperliens-là, parce que ça témoigne, justement, de la fulgurance de la culture pop en ce moment. Puis j'aime ça qu'on parle d'Internet, parce que pour moi, Internet a vraiment marqué, en fait, l'état de la culture pop, et surtout, je pense, les frontières entre culture pop et culture savante, ou celle qui n'est pas nommée. Oui. Parce que c'est tellement un grand agrégateur, et c'est un peu ce dont je voulais témoigner à travers Mukbang, c'était ces espèces de fluctuations-là et convergences-là extrêmes à travers Internet, où tout ce qui est basse culture versus haute culture, c'est une distinction qui est un peu obsolète sur le plan opératoire. Donc, c'est ça qui m'intéressait, de voir comment tout côtoie tout. Et c'est un peu ce genre de capharnaüm-là que j'ai voulu convoquer à travers la forme de mon livre. Tu en parlais tout à l'heure en introduction. J'ai vraiment voulu faire en sorte que Mukbang, non seulement parle d'Internet et de nos rapports avec celui-ci, mais soit en quelque sorte une reproduction textuelle du genre de bric-à-brac un peu carnavalesque qu'on côtoie, qu'on navigue sur le web. Exactement. Fait que c'est pour ça, les codes QR morts, ça va faire partie de l'obsolescence programmée de mon livre, qui témoigne justement de cette haute vitesse-là de fluctuation, de mouvement. Je pense que la culture YouTube, en fait, la culture web en général, c'est faite de mouvement. Puis je pense que c'est une de ses grandes caractéristiques, c'est que c'est du mouvement constant, que ce soit du côté de la production, mais aussi toutes les convergences, les mouvements de réappropriation de la part des internautes. Donc, c'est ça, c'est vraiment des vagues constantes. Et c'est entre autres ce qui m'intéressait en rédigeant Mukbang, voir comment l'étoile, la vedette d'aujourd'hui sera peut-être le scandale de demain, comment ça peut alimenter notre popularité, ce scandale-là, ou signer notre arrêt de mort. Donc, c'était vraiment ces grands mouvements-là dont je voulais témoigner. Oui. Puis, vas-y, non, je t'écoute. Je sais pas si c'est générationnel, je sais même pas si c'est partagé, mais on dirait que pour moi, j'ai souvent, quand j'étais plus jeune, eu le sentiment de j'ai envie de m'inscrire dans l'histoire ou dans la littérature ou peu importe, où tu vois des gens, Xavier Dolan par exemple, puis t'es comme, il y a tel âge, il s'est déjà inscrit dans quelque chose d'immense. Mais finalement, plus je vieillis, c'est tellement plus important pour moi de parler à mes contemporaines que de parler à des gens dans 50 ans. Oui, j'ai envie de m'inscrire dans quelque chose, mais j'ai envie que ce soit cette année. Je veux parler à des femmes qui sont là en ce moment, qui ont une enfance similaire à la mienne. Puis c'est correct si dans 5 ans, puis personne ne sait c'est quoi Love Story. Puis comme Jean-Philippe a fait avec son livre, peut-être que dans 15 ans, le milieu de l'humour, on en parlera moins qu'en ce moment, mais est-ce que c'était important de le dire, même essentiel? Je pense que oui, il fallait le faire. Donc le fait de parler à des contemporains, c'est hyper important pour moi. Il n'y a aucun souci que ça n'existe plus dans 10 ans. C'est très intéressant, parce qu'effectivement, tu m'as parlé quand j'ai lu ton livre. C'est ça, mais peut-être pas à quelqu'un d'autre qui est justement au cégep en ce moment. Ça se peut vraiment que non. Mais justement, moi, peut-être que tu rebondiras là-dessus. Je pense qu'il y a de l'universel qui transcende tout ça, peu importe. C'est ça qui est génial. Tu parlais de dynamique de pouvoir. Absolument. Puis moi, des œuvres qui m'ont beaucoup parlé, par exemple, là, je radote, à chaque entrevue, j'en parle, mais moi, l'auteur qui m'a le plus parlé puis qui fait que j'écris, c'est Bret Easton Ellis. Mais tu lis du Bret Easton Ellis, écrit dans les années 80. Il parle d'événements de culture pop de cette époque-là. Il mentionne des marques dont certaines n'existent plus. Il va même jusqu'à, des fois, name-dropper des restaurants qui sont populaires à New York cette année-là. C'est sans intérêt, techniquement, sur papier, sauf que moi, je le lis. Je comprends qu'il y a quelque chose qui est derrière ça. J'ai googlé aussi. Maintenant, la lecture d'un roman, aujourd'hui, ne se fait pas comme elle se faisait il y a 25, 30 ans. Maintenant, moi, je peux aller chercher beaucoup. Moi, je fais du Google Street View quand je veux savoir l'endroit où l'action se déroule dans un roman. Donc, toutes ces références-là, maintenant, oui, sont éphémères, mais aussi peuvent durer plus longtemps dans le temps parce qu'on peut les rechercher, d'une part. Puis,
moi, j'ai l'impression que les auteurs qui parfois laissent une marque très, très forte sont ceux qui ne se soucient pas de ça. Ça dure dans le temps, même si c'est pas voulu. Moi, j'adore Bukowski. Je pense pas que Bukowski se demandait comment Jean-Philippe à Montréal, en 2020, allait lire ses livres. Il est en train de me raconter comment il est en train de pisser dans une ruelle, puis qu'après ça, il se pogne avec un gars, puis il casse la gueule. C'est très, très 1956 de son époque, mais ça a magnifiquement bien vieilli. Dostoïevski écrivait des feuilletons publiés dans le journal de semaine en semaine. C'était pas considéré comme de la grande littérature à l'époque. Puis maintenant, on étudie ça comme si c'était des objets littéraires. C'est le pinacle du raffinement, tu sais. Fait que je pense que ce qui est intéressant, j'ai mis mon T-shirt de Keith Haring à cause de ça. Keith Haring faisait des graffitis, il gribouillait des affaires, il faisait des performances dans des parties. Maintenant, on a des expositions rétrospectives sur son œuvre, mais en même temps, tu peux acheter un T-shirt à 25$ chez Simons. Fait qu'il il a fait sa marque à la fois sur la grande culture puis la culture pop. C'est ça que je trouve génial. Oui, bien, effaçant encore ces tensions ou ces lignes qu'on veut poser entre ces deux formes de culture, tout à fait. Tout à fait. Je te souhaite d'être le Dostoïevski. Mais c'est même pas mon ambition. Mais non, c'est une blague. Je suis d'accord, Frédéric. C'est que moi, je m'en fous. Je pourrais pas récolter le succès quand je vais être mort. Moi, je veux parler à mon monde. Puis moi, quand il y a des gens qui viennent me voir, par exemple, dans un cours de cégep, des gens qui ont lu Royal, parce que c'est un livre qui est beaucoup lu dans les cégeps, puis des gens qui sont comme « Ah, je pensais pas que je pouvais avoir du fun de même en lisant un livre. Je pensais pas qu'un livre pouvait me ressembler. » Je fais « C'est cool lire Germinal, c'est bon Germinal. » Mais je pense que dans un parcours académique, ça prend au moins un livre qui représente des personnages qui parlent comme le public cible. C'est pour ça qu'on aime ça, Occupation Double. C'est parce que c'est du monde qu'on peut croiser dans la rue qui existe pour vrai. Absolument. Puis ça, je trouve ça important parce qu'on est des gens qui ont étudié en littérature aussi, mais on passe 5 ans dans un bac, dans une maîtrise, à lire des choses qui nous parlent absolument pas, puis à se demander pourquoi on est ici. Je sais que c'est pas la situation de tout le monde, mais si on n'est pas un jeune étudiant français, homme blanc de 19 ans, c'est dur de trouver sa place dans ce milieu-là. Puis c'est des livres comme Royal, comme plein d'autres, qui vont finalement venir nous chercher, puis c'est important qu'il y en ait, sinon on lira plus. Puis c'est bien et il faut le faire, il faut parler comme on parle, il faut qu'on revendique la langue québécoise qu'on a, puis ça va avec la culture pop, on peut pas le faire. Si on parle de culture pop, on va parler le langage québécois avec lequel on parle dans Occupation Double, dans Love Story, puis c'est important de le faire puis de revendiquer cette langue-là. Oui, puis ça fait partie du réel, tu sais. Ça serait trahir un peu nos sujets de mettre ça de côté en se disant « Ah, je veux faire ça le plus intemporel possible ». C'est un peu se tirer dans le pied. Ça enlève, je pense, la sincérité, en fait, de nos démarches parce que la culture pop, on va se dire, c'est partout. C'est juste partout. On peut pas y échapper. Qu'on soit ou non d'accord avec cette culture-là, bien, elle est là, puis elle va carrément informer notre quotidien. Là. Donc, de la nier en se disant, soit avec dédain ou par choix esthétique, c'est ça. C'est un peu dommage. Puis en gardant la culture fermée aussi, on se prive de voix importantes parce que les gens, justement, qui se retrouvent pas dans la littérature avec un grand L, vont hésiter à parler. Mais ça, c'est des voix dont on se prive depuis des années et des années. Puis c'est comme ça qu'on les récupère en les laissant parler leur vrai langage, en les laissant parler la langue qu'ils peuvent utiliser et des sujets qui les fascinent, qui sont probablement plus pop. Donc, c'est vraiment important d'ouvrir les horizons de la littérature avec un grand L, je pense. Oui, parce qu'on n'est pas rentré là-dedans, mais on pourrait, au sens où, dans le mot populaire, il y a le mot aimer, consommer, mais il y a aussi le mot populaire du peuple. Donc, la base de la culture populaire, c'est aussi toutes les pratiques du peuple que l'on parle. On pourrait parler de, je sais pas moi, de tissage, d'artisanat. Donc, tout ça aussi peut rentrer dans les grandes définitions de culture pop. Et je pense que c'est important ce que tu apportes, ce rapport-là au peuple. On ne rentrera pas dans les définitions du peuple, là, mais tout à fait. C'est intéressant que tu en parles parce que quand je faisais ma recherche pour écrire aux démolitions, j'ai fait beaucoup de recherches sur le milieu de l'humour. J'ai écrit un article pour Nouveau Projet, puis ça a été un peu le déclencheur pour l'écriture du livre. Puis je me rappelle, je parlais avec Louise Richer, qui était la directrice de l'École nationale de l'humour, qui est encore la directrice de l'École nationale de l'humour. Puis elle parlait d'un des problèmes dans le milieu de l'humour, c'est que c'est pas reconnu comme une forme d'art au sens des organismes subventionneurs. Puis il y a des gens qui pourraient dire, ben c'est pas nécessaire, c'est une industrie culturelle qui fait beaucoup d'argent, mais ça limite aussi les possibilités de faire de l'humour qui est plus marginal, qui n'est pas basé uniquement sur la question de la rentabilité. Puis elle trouvait ça extrêmement frustrant. Puis c'est comme si le fait que ce soit de l'art populaire, ben c'était pas de l'art, puis ça méritait pas d'être subventionné. Puis je pense que en catégorisant comme ça du grand art et du petit art, donc, et l'art qui mérite d'être subventionné, celui qui ne mérite pas de l'être, bien, on se prive de possibilités de recherche puis d'exploration dans plein de disciplines artistiques qui sont
pas assez cool pour être soutenu par les fonds publics, par exemple. En fait, c'est que ça devient un serpent qui se mord la queue. Parce que l'humour n'est pas de l'art, donc on le subventionne pas, mais parce qu'on le subventionne pas, on peut pas créer de l'humour qui n'est pas l'humour qu'on considère qui n'est pas de l'art. Exactement. Donc là, on s'en sort pas. Sauf que rétrospectivement, 40 ans après, on va être bien à l'aise de dire qu'Yvon Deschamps, ce qu'il faisait, c'est de l'art. Exact, tout à fait. Ben, vous avez un peu abordé tout ça, puis j'ai peut-être envie de vous entendre encore pour celles ou ceux qui n'en ont pas parlé. Je sais que dis-moi si je me trompe, que ta pratique d'écriture pour Philibus est partie d'un fait divers. Ouais. J'ai trouvé ça super parce que je suis en train d'enseigner à Hébert à mes étudiants qui écrivaient beaucoup à travers le fait divers. Et je pense que ça peut vraiment participer à une pratique d'écriture. Puis là, tu viens d'ouvrir une porte en disant que tu as discuté avec Louise Richer. Et je voulais peut-être vous entendre sur votre pratique dans la création de ces 3 romans-là, dans une danse entre réel, fiction, comment ça s'est placé, tout ça. Mais on parlait de Love Story tantôt, puis je comprends qu'il y a des gens qui peut-être sont moins familiers avec ça, mais le fait divers, pour moi, allait de pair avec la télé-réalité, justement, pour jouer avec cette ligne-là entre le réel et la fiction. Puis mon livre en entier, dans le fond, est construit de façon à ce que ce soit une sorte de reconstitution Canal Vie. Les titres de mes chapitres, c'est Reconstitution 1993, par exemple. Mais au lieu de reconstruire le crime, je reconstruis l'histoire de la famille et des femmes dont je raconte l'histoire. Puis pour moi, je voulais qu'il y ait la partie... fiction, la partie un peu plus grande que nature, c'est de faits divers, de télé-réalité et tout, mais je voulais que les femmes soient absolument ancrées dans le réel. Puis l'apport de la pop culture m'aidait à les ancrer là-dedans. Tu sais, c'est une famille qui, le dimanche, se rassemble et écoute Love Story. C'était le cas de ma famille le dimanche. J'ai déjà voté pour des candidats de Love Story. On écoutait ça. Donc, c'était pour les ancrer aussi. Puis il y a tellement pas encore assez de personnages de femmes réelles et naturelles pour que, justement, comme tu disais, que je les fasse parler une langue trop universelle. J'avais envie de les faire parler très, très québécois. Fait que ça, pour moi, c'était dans le naturalisme, dans le réel. Mais j'avais envie aussi qu'ils observent une réalité qui n'était pas nécessairement la leur. T'sais, ils sont très dans l'observation des gens dans la télé-réalité et tout. Donc, c'est comme ça que je joue entre les deux. Puis pour moi, le fait divers, c'est des gens qui ont une vie ordinaire complètement, qui finalement, il va arriver un événement extraordinaire qui va faire dérailler leur quotidien. Puis pour les gens de la télé-réalité, à la base, puis maintenant, là, c'est plus une machine à influenceurs, mais à la base, en 2009, d'où pourquoi j'ai choisi Love Story, c'était des gens qui savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient. Oui, donc c'était la première édition. Exact. Fait que c'était vraiment des gens ordinaires, vous et moi, qui vont aller à la télé, qui finalement vont faire dérailler leur propre quotidien et vont devenir extraordinaires. Donc c'était un peu ça mon rapport avec le réel et la fiction là-dedans. Moi, c'était en naviguant sur YouTube, bien sûr, et en tombant sur les vidéos mukbang, j'ai développé une grande fascination pour ce phénomène-là. Puis ça rejoint, en fait, ce que je disais tout à l'heure, dans le fait que ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on interagit avec la culture pop. Et là, j'avais quand même un beau cas de figure, en ce sens que là, le mukbang, en fait, est né d'un besoin d'une société. C'est-à-dire que le mukbang... Maintenant, je me rends compte qu'on ne l'a jamais dit. Le mukbang, oui. Donc oui, j'en profitais pour faire mon laïus. Le mukbang, qu'est-ce que c'est? Donc c'est né en Corée du Sud, un pays, en fait, où on a l'habitude de manger en communauté, de manger avec d'autres personnes. Et là, de plus en plus, il y a des personnes qui vivent seules et donc qui ont le besoin de combler le rapport social à l'heure des repas. Donc il y a des gens qui ont commencé à se filmer et à publier ça sur Internet. Et donc, quand on écoute une vidéo mukbang tout en mangeant, ça nous donne l'impression de manger avec quelqu'un. Donc, c'est un phénomène qui vient carrément d'un besoin social profond. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes de culture populaire aussi qui naissent de besoins sociaux du moment. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée avant tout dans les mukbangs, c'est vraiment le côté sociétal. C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait quand même une pas pire grosse recherche, une plongée pour ramener vraiment le plus de commentaires que je pouvais trouver pour voir bien, comment est-ce qu'on interagit avec le mukbang, comment est-ce qu'on vit avec ça. Et c'était vraiment de voir comment une personne qui n'était pas du tout dans le phénomène, bien, s'insère dans cet univers-là, qui est quand même, bien, on dit très populaire, mais à la fois c'est très niché. Hein? Il n'y a pas grand monde qui connaissent le mukbang, en fin de compte. Puis ça, c'était quand même un aspect que je trouvais assez intéressant. Donc, on suit ma protagoniste qui plonge dans cet univers-là qui se déploie en même temps aussi à nos yeux de lecteurs, lectrices. Et j'ai voulu ancrer le plus possible ce personnage-là dans un univers qui nous est familier, du moins celui qui nous est familier peut-être de notre génération, en nommant quand même plusieurs phénomènes culture pop des années 90-2000. Et ça m'a aidé à camper quand même un univers assez réaliste au départ. Hein. On a l'impression au début même presque
de lire le début d'un roman autofictionnel et je jouais un peu avec ma posture d'autrice d'autofiction. Mes deux premiers romans étaient des romans d'autofiction qui sont plongés dans un cadre assez réaliste. Donc, pour moi, ça permettait d'ancrer là-dedans. Puis, après, de fil en aiguille, de distordre un peu le pack de lecture. Et là, je ne veux pas aller trop loin parce que je vais aller dans les divulgateurs. Mais disons que je flippe une table de manière assez importante à un moment donné dans le roman. Ah oui, tu m'as flippé. Et disons que c'est déstabilisant, mais je pense que c'est d'autant plus déstabilisant qu'on part d'un cadre qui était assez réaliste à la base et le roman qu'on pensait lire au début n'est en fin de compte pas exactement celui-là. Donc, ça m'a vraiment aidé à jouer justement avec les attentes de lecture et de décoller de plus en plus de ce réel-là que j'ai voulu installer. Un autre phénomène culture pop qui m'a beaucoup intéressée, puis en fait qui a guidé mes démarches d'écriture, c'est la musique hyper pop, parce que c'est une musique qui met souvent de l'avant toutes les caractéristiques de la musique populaire, mais en les grossissant, en allant vraiment dans des sons, des beats qui sont encore plus, disons, grossis que la musique pop à laquelle on est habitué. Fait que pour moi, Mukbang, c'est un peu le portrait hyper pop, ou même, je dirais, peut-être en termes plus littéraires, hyper réaliste du moment présent, étant donné que oui, je pars du réel, je m'en inspire, j'ai fait quand même beaucoup de recherches documentaires, mais ça devient quand même un portrait assez plus grand que nature, au final, que je propose. Je trouve ça drôle que tu parles d'autofiction puis de comment finalement tu pars des préjugés que le lecteur va avoir sur ton livre pour l'amener ailleurs. Parce que moi, c'est mon désir de créer des environnements très réalistes puis très recherchés est venu de ma peur d'être analysé à la lorgnette de ma biographie. Dès mon premier livre, je me suis dit, si j'ai un personnage principal féminin, déjà, les gens vont pas être en train de se demander quelle est la part de réel, quelle est la part de faux dans mon histoire. En éloignant l'identité de mes personnages de moi, c'est le luxe que je me donne. Puis, c'est devenu ça de fois en fois, de livre en livre. Je pousse ma recherche de plus en plus dans chacun des environnements pour créer un décor extrêmement réaliste pour ensuite mettre une histoire qui ne l'est pas ou qui appartient pas à cet univers-là. Donc, soit moi, je vais livrer beaucoup de moi, mais personne ne va jamais en parler, ce qui fait vraiment mon affaire parce que je l'ai caché. Mais donc, la recherche, l'idée de planter mon histoire dans un univers pop très documenté, qui est très près de la réalité, qui est très proche de la réalité, ça me permet d'avoir beaucoup plus de liberté, finalement. C'est comme si je suis un peu en train de pointer la lune, mais les lecteurs sont en train de regarder mon doigt, finalement. C'est que je dépeins un environnement, mais ultimement, j'utilise l'humour. Je suis pas en train d'écrire un livre sur l'humour. L'humour est un prétexte, tout comme l'univers du droit était un prétexte dans Royal, puis les startups dans Manuel La Vie sauvage aussi. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est quand on s'empare d'un objet culturel sur lequel tout le monde a une opinion au départ, on joue avec les préjugés que les gens ont aussi sur cet univers-là. Puis c'était toujours le fun. Moi, je pense qu'il faut toujours, quand on écrit un livre, dès le départ, il faut accepter le fait que les préjugés du lecteur vont changer comment ils le reçoivent. Puis je pense que quand on en est conscient, ça me donne beaucoup plus de liberté. Puis le terrain de jeu est encore plus grand. Oui, parce qu'en fait, je n'étais pas sûre de vous parler de ça parce que je me suis demandé est-ce que ça a un lien avec la culture pop, mais tant pis. Tout un lien avec la culture. Ben voilà, c'est ça. Qu'on soit ici, c'est culture pop. C'est que dans vos deux livres, il y a un élément de surnaturel. En tout cas, je vais l'appeler comme ça, là. Oui. Et c'est pour ça que la cohérence de ces trois romans-là m'a vraiment jeté à terre. Parce qu'il y a quand même quelque chose aussi du c'est pas surnaturel dans le même ordre, mais de l'événement qui arrive et qui bouleverse tout. Et vous deux, vous avez joué avec ça. J'ai été fâchée, là, à un moment, là. J'étais là, attends, mais c'est pas du tout ce qu'on m'annonçait. Il y a eu une frustration, je vais pas en dire plus parce que aller lire les livres, vraiment. Mais je voulais savoir pourquoi, comment ça s'était construit. Vous l'avez un peu abordé, mais comment ce surnaturel-là vient se placer dans l'extrême concret de vos livres, là? Ben moi, pour vrai, c'est un procédé littéraire. C'est un procédé littéraire que j'ai fini par expliquer par un phénomène surnaturel dans le livre parce que j'avais besoin de par la posture que je voulais que ma narratrice ait. Peut-être qu'on peut en parler. Mais en fait, oui, je pense que c'est pas un gros punch. Non, pas du tout. Mon roman, c'est une histoire d'amour. C'est un gars et une fille qui se rencontrent dans un party. Puis la fille, elle lui dit « Hey, je veux juste te dire, j'ai un super pouvoir, je connais l'avenir. Check bien ce qui va arriver. On va rentrer ensemble à soir. On va sortir ensemble pendant 2 ans.
je vais te crisser là, tu vas vraiment pas aller bien, et voici ce qui va arriver. Mais là, on étire l'histoire sur 7 ans. Puis le pire, en plus, c'est dans la version initiale, le premier manuscrit, je l'expliquais beaucoup plus, puis mon éditeur a fait « Hey, c'est pas intéressant. » À un moment donné, accepte que c'est juste ça, t'as choisi un procédé littéraire, tu l'as expliqué, puis à partir de ça, le monde va juste embarquer. On va juste suivre la vague, puis ça va être ça. Ben en fait, c'est qu'on est surpris parce que c'est pas tant que tu nous expliques le procédé littéraire que tu mets en place une narration qui est au futur. Oui. C'est ça. Donc, déjà, ça, moi, j'ai trouvé ça essoufflant, mais de manière intéressante. Hein? Donc, on est au futur, mais au futur proche. Donc, tu vas aller, tu vas faire telle chose. À peu près après 30 pages, on tombe au futur. Et là, on est comme, mais quand est-ce qu'on sort du futur et qu'on retourne au présent? On est un peu paniqué comme lecteur, lectrice. Et finalement, c'est ça, tu nous reprends à la fin en disant, ben il n'y en aura pas de. C'est ça. Ça va être ça. L'histoire s'est passée sans qu'on s'en rende compte, en fait. Ouais. Mais c'est maudit en plus parce que je suis toujours en train de me dire, quand je commence un livre, on va faire ça simple, je vais pas avoir une écriture formaliste, je vais pas chercher midi à 14h. Ah merde! La meilleure façon que j'ai trouvée pour mon histoire, c'était vraiment ce procédé-là. Fait que, bon, ben, ça va être ça, on va faire avec. Ça emporte, donc on sent pas que c'est travaillé. Je sais pas comment dire. Ben, merci. Je pense que c'est un très bon compliment, ça. Mais oui, non, c'est ça. Je veux pas. Je cherche pas ça, mais je suis toujours. Peut-être aussi parce qu'en théâtre, on dirait que j'ai appris à toujours me poser la question de c'est quoi la meilleure façon de raconter cette histoire-là. Quand on fait du théâtre aussi, on montre beaucoup de classiques, puis on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire-là différemment si on est la 10 millième personne à monter Édipe Roi dans l'histoire de l'humanité. Il faut que tu trouves une justification pour. Fait que pour moi, comment le raconter est aussi important que qu'est-ce que je raconte. Fait que peut-être une déformation qui me vient de là. Ben, en tout cas, ça marche. Ben, merci. Allez lire Haute Démolition, lire Philibus, aller lire Mukbang, et puis toi, oui, tu m'as fâché. Hey, je suis contente de t'avoir fâché. C'est un peu ça mon objectif. Je voulais créer quelque chose de confrontant avec les codes QR, mais je vais aussi faire quelque chose de confrontant dans le pack de lecture qui switch un peu en cours de route. J'aime vraiment ça, en fait, jouer un peu avec les attentes. En fait, c'est peut-être parce que un de mes plaisirs de lectrice, c'est justement d'assister à des œuvres qui nous déroutent, qui vont prendre des bifurcations, des chemins auxquels on ne s'attendait pas. Puis, pourquoi le déploiement du surnaturel dans Mukbang? Alors, c'est un choix qui s'est imposé de lui-même. J'ai pas vraiment commandé cette décision-là, mais de fil en aiguille, quand j'élaborais mon texte, j'ai finalement réalisé pourquoi j'ai fait ce choix-là. C'est que pour moi, l'utilisation de l'imaginaire, du surnaturel, ça permet de poser le regard sur des phénomènes qu'on ne voit peut-être pas quand on ne le présente pas sous ce jour-là. Donc, ça me permettait pour moi de carrément mettre l'accent, mettre un phare sur un certain phénomène qui est celui des algorithmes. En fait, une grande part du phénomène surnaturel dont tu parles dans Mukbang, c'est un peu une genre de représentation, une entité surnaturelle de ce schéma-là, algorithmique-là. Donc, ça permettait de le mettre en valeur, de le souligner, d'essayer de le comprendre peut-être aussi, chose qui n'aurait peut-être pas été possible autrement si j'étais simplement passée par la voie de la représentation cadre réaliste sans surnaturel. Et c'était aussi une manière pour moi d'explorer la psyché des personnages. On a quand même une hantise qui s'installe, on a fil en aiguille. Là, je me retiens tellement parce que j'ai vraiment le divulgateur au bout des lèvres. Donc, ça permettait pour moi d'explorer autrement la psyché des personnages qui n'aurait peut-être pas été possible avec autant d'acuité ou du moins aussi loin que moi je voulais l'amener si je n'étais pas passée par cette voie-là. Donc, pour moi, ça a été très utile d'emprunter ce schéma-là du surnaturel qui était, soit dit en passant, pas là du tout dans la première version de Mukbang. Donc, c'est arrivé vraiment quand j'ai réfléchi de nouveau à ce que je voulais faire avec ce texte-là. Je trouvais justement que j'étais trop collée sur le réel et que ça ne me permettait pas d'en tirer un discours. Donc, de pouvoir avoir cette distance-là, de pouvoir l'observer autrement, c'est là que mon propos pouvait s'installer. Donc, c'est le fun parce que c'est souvent ce qu'on nous dit dans nos cours de création littéraire à l'école. Quand on écrit quelque chose, on présente un texte, on dit « Ah oui, mais telle affaire, ça marche pas. » Puis là, on dit « Oui, mais ça s'est vraiment passé comme ça. » Mais c'est pas nécessairement ça, la voie vers le sentiment de réel ou que le texte marche. Oui, je suis entièrement d'accord. Puis toi, Frédéric, il y a un peu l'événement central qui est en fait évacué du récit complètement. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, mon livre, techniquement, est un livre à punch. C'est supposé être un gros événement, mais je l'adresse jamais. Fait que les personnages passent un peu à côté, puis finissent par nous expliquer l'histoire au travers de certaines phrases. Parce que je voulais pas, justement, faire le gros événement de la fin qui allait comme ramener l'importance sur le père, sur l'homme qui est
le coupable et la victime du fait divers. Je voulais vraiment seulement faire parler les femmes et les victimes collatérales de ça. Donc, il fallait que j'évacue complètement ce gros événement-là. Ouais, c'est ça. Donc, on en parle vraiment au détour des conversations pour pouvoir l'enlever. Puis c'est aussi parce que le monde du fait divers, en général, est vraiment très, très, très masculin. Puis moi, j'ai fait ma maîtrise sur Emmanuel Carrère, qui utilise aussi le fait divers. Puis j'ai vraiment remarqué, finalement, que tous les journalistes sont des hommes, toutes les victimes sont des hommes, tous les coupables sont des hommes. Fait que c'est un monde complètement masculin. Puis on parle rarement des victimes collatérales. Puis j'avais vraiment plus envie de faire ça. Fait que j'ai comme raté le punch dans le livre. J'en parle jamais, dans le fond. Ben, je pense que c'est intéressant que tu dis ça. Je n'avais pas du tout pensé à parler de ça aujourd'hui, mais allons-y. Il y a une grande tension dans la culture pop de comment on considère des objets pop féminins de manière beaucoup plus sévère que des objets pop masculins. Pardon. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans vos 3 livres, en fait, une attention au féminin qui est marquante, si ce n'est que justement ta non-narratrice, en tout cas. Bien, ça, c'est drôle parce que dans mon livre, la narratrice est aussi l'objet de la quête du personnage principal. Elle est la narratrice, mais elle n'est pas le personnage principal. C'est vraiment l'histoire du gars à qui on raconte son avenir. Mais il y avait je voulais créer une tension parce que je voulais que cette fille-là ait à peu près aucune agentivité. On comprend qu'elle est très intelligente. On comprend que elle a nécessaire. J'allais dire qu'elle se fait passer par un rouleau compresseur un peu partout. Bien, c'est ça, c'est finalement, elle se fait passer sur le corps. Elle n'a pas vraiment le moyen de s'en sortir. Puis je me posais la question, moi, c'était vraiment l'idée de base. Tu sais, souvent, on raconte, le narrateur va être souvent le héros ou un genre de dieu omniscient qui est au courant de tout. Mais qu'est-ce qui se passe si, dans le chevalier qui va secourir la princesse, c'est la princesse qui raconte l'histoire? Sauf que là, malheureusement, la princesse, elle se fait pas secourir. Non, mais non, effectivement, oui. Et toi, tu nous places dans des voies narratives féminines, parce que quand même, la vidéo en direct, parce qu'il y a de ça, hein, le mukbang, ça peut être aussi sur des plateformes de stream, c'est très masculin, c'est très dangereux, j'ai envie de dire, pour des voix féminines. C'est extrême, non masculines, là, ça, c'est pas obligé d'être féminin. J'imagine que c'était une décision posée pour toi. Oui, très certainement. Ben écoute, je vais ramener nos bonnes vieilles femmes ingouvernables. Hein, ben oui. Parce que, en l'entrée dans le mukbang, il y a certains cas de mukbang, il faut le dire. J'ai mentionné tout à l'heure, c'est des gens qui mangent devant la caméra, mais qui mangent énormément de nourriture. Puis pour ma protagoniste et pour sa compétitrice, Misha Faitas, qui d'ailleurs est inspirée d'une vraie YouTuber qui s'appelle Trisha Paytas, qui est pour moi une figure absolument fascinante et fabuleuse. Donc, c'est des femmes, en fait, qui remettent en cause les normes du féminin, hein, les normes genrées. Donc, tout ce qui est manger sans faire de bruit, pas prendre trop de place, pas parler trop fort. Bien, à travers le mukbang, bien, ça les place justement dans une position où elles peuvent déconstruire cette posture-là. Kim, c'est en fait la partition qu'elle se donne de jouer. Elle n'était pas ça au départ quand on entre avec elle dans le roman, mais de plus en plus, elle veut incarner cette femme ingouvernable que lui inspire sa compétitrice. Et en fait, ce que j'ai voulu mettre en lumière à travers tout ça, c'est l'espèce de double standard aussi dont elles sont victimes, parce qu'elles doivent quand même cultiver une certaine forme de féminité, et si elles en dérogent, bien, elles se le font rappeler par le public. Hein, et là, je vais encore une fois pas aller loin dans le divulgateur, mais Kim est vraiment victime de manière assez sévère de ce double standard-là qui lui commande d'aller dans l'extrême, dans le dépassement de soi, dans la compétition alimentaire qui est vraiment de l'ordre de la grande bouffe. Là. On est vraiment dans le sport extrême alimentaire. Et de notre côté, qui lui demande quand même de demeurer cette jolie jeune fille qui passe à la caméra, qui se fait intimider carrément si elle n'est pas adéquate. Donc, c'est vraiment pour voir comment il y a des lignes de tension qui, au final, ben c'est pas évident pour les femmes qui s'aventurent dans cette voie-là du live stream. C'est quand même impitoyable là, ce qu'on peut recevoir. Qu'on décide d'être ingouvernable ou non, mais il y aura toujours quelqu'un qui va te rappeler là, que t'es pas adéquate. Donc, c'est ça, c'est les hauts et les bas. Moi, j'ai aimé le côté, explorer le côté émancipateur, quand même agentif, de se mettre de l'avant. C'est broadcast yourself sur YouTube. Se mettre de l'avant, prendre le micro, créer son propre show. Mais de notre part, veux pas, tu auras toujours quand même le public qui va être là, soit pour te donner des pouces, soit te lancer des tomates. Donc, oui, que tu mets en scène d'ailleurs par toute une portion où il y a des commentaires, commentaires YouTube là, qui se glissent dans ta narration, qui reproduisent, comme tu disais, l'espèce de... Quel mot tu as utilisé au début, je sais plus, mais de carnaval. Oui, c'est le mot que tu avais utilisé. Il y a de tout. Il y a des gens pour t'aimer, il y a des gens pour te détruire, te détester. C'est tracer sa voie à travers c'est quand même, oui, c'est la démocratisation du contenu, le pouvoir de créer et de se mettre de l'avant, de
devenir sa propre business, mais c'est aussi tous les écueils, toute la détresse psychologique aussi qui peut venir avec ça, parce que ça ne veut pas dire qu'on est rendu loin dans le développement technologique qui permet de se mettre de l'avant comme ça, que les idéologies puis les mentalités sont assez à jour pour autant. Donc voilà. Moi, j'ai quand même beaucoup d'admiration pour les gens qui font du YouTube ou qui font de la plateforme web en général, parce que je pense que ça demande énormément de courage là, de survivre à travers cette jungle-là. Tout à fait, tout à fait. Peut-être terminé, je pense qu'on s'approche de la fin, mais c'est que j'ai été, je le dis depuis le début, mais j'ai été happée par les voix narratives dans vos livres. Je pense que c'est la force de vos livres, la narration. Et dans les 3 livres, les personnages de Kim, de Raph, de Delphine, il y a quelque chose de l'ordre d'une voix narrative compulsive, hein? Obsessive, c'est le cas de le dire. Et là, c'est une question de fan. J'ai pas vraiment de questions. J'ai envie que vous me parliez de ces personnages-là. Comment vous les avez construits? Comment vous les avez mis en place? Parce que leur compulsion nous parle des nôtres, on va se le dire. C'est ça. On se retrouve très bien là-dedans. Puis je pense qu'ils font partie, c'est une voix narrative qui fait partie de l'époque aussi. On parlait de contemporain, je pense qu'elles sont extrêmement ancrées dans le contemporain, ces voix. Oui. Il y a quelque chose, moi, qui m'intéressait, puis ça vient un peu avec l'autre question, vu que j'avais pas répondu, juste de... Tu sais, il y a beaucoup dans la culture pop aussi l'aspect des fans que j'avais envie de juste de dire. Vas-y. Il va jamais avoir le même rapport entre un groupe d'hommes qui trippent sur les Beatles, un groupe d'hommes qui trippent sur le Canadien et un groupe de filles plus jeunes, 15 ans peut-être, qui trippent sur Justin Bieber. Ça va jamais être le même rapport. Puis j'avais vraiment envie que mes personnages aient ce côté-là très fanatique. Ces femmes-là trippent sur Love Story. C'est une passion qui est jugée, qui fait pas partie de la culture avec un grand C, c'est certain. Puis j'avais envie que mes personnages aient des grosses failles comme ça, puis que ce soit justement des fans, puis c'est des femmes pas nécessairement fortes non plus, quand même assez vulnérables. Puis comme tu as dit, Delphine, elle est obsédée par Star Academy. Pas par Star Academy, voyons. Ça doit être moi. Mais je pense que ça serait la bonne base pour un autre. Mais oui, on sait autre chose. Ouais. Elle est obsédée par Love Story, mais elle le cache. Elle veut pas dire à ses sœurs qu'elle l'écoute, fait qu'elle est comme un peu tout ça. Puis elle est aussi en même temps obsédée parce qu'elle pense que c'est pas trop un punch, mais que son chum couche avec sa sœur, pas sa sœur à elle, sa sœur à lui. Donc c'est vraiment quelque chose de très obsédant dans sa vie. Puis elle parle que de ça, puis elle n'en a que faire de l'accident qui est arrivé à son père. On pourrait dire qu'elle est une mauvaise personne aussi, un peu très centrée sur elle-même. Puis il y a quelque chose de très, 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 très libérateur de faire un personnage de femme qui est pas parfait, qui a des failles, qui fait juste parler, puis qui va pas retenir sa parole jamais, puis qui va parler de culture pop, qui va parler de Love Story, qui va parler de quelque chose de très niaiseux qu'elle peut pas dire en public, qui est « Ah, je pense que mon chum couche avec sa sœur », ce qu'on sait qui est pas nécessairement vrai. Donc oui, c'était ça. Je voulais bâtir des personnages qui avaient une parole très, très libérée, bien qu'imparfaite, et pas politisée du tout. Puis qui nous parle un peu de nous, comme je te disais. Oui, j'aurais pu se reconnaître là-dedans. Delphine, dans cette voiture, elle me dira peut-être que mon chum me trompe, puis peut-être avec sa sœur. On va là, des fois, dans notre tête. Exactement. Oui, tout à fait. Et puis, vous deux? Moi, dans le cas, dans Haute Démolition, la compulsion est à la fois amoureuse et dans la vie publique, c'est qu'on a un personnage qui, pour compenser la perte de l'amour de sa blonde qui l'a sacré là, va essayer d'aller se consoler en allant chercher le maximum d'attention du public, comme s'ils pouvaient remplacer l'un par l'autre. Puis moi, en fait, mon inspiration derrière ça, c'est que j'avais découvert le concept de fantôme affamé dans la mythologie chinoise, qui est une image qui est beaucoup utilisée dans le traitement de la dépendance pour chez les narcotiques anonymes, chez les alcooliques anonymes, puis qui a aussi inspiré un film de Miyazaki que j'ai adoré, Spirited Away, où c'est un fantôme qui mange, et plus il mange, et plus il a faim, et plus il devient gros et monstrueux. Puis pour moi, c'est un peu ça aussi. Puis j'ai eu beaucoup de discussions, tu sais, vu que j'évolue dans le milieu artistique depuis une douzaine d'années, puis j'ai des amis qui vivent puis qui doivent composer au quotidien avec le fait d'être sous l'œil du public. Une affaire, moi, il y a un de mes amis qui est un comédien connu qui m'a dit, ce qui est fou avec le succès, c'est que tu n'es pas heureux quand tu l'obtiens, mais quand tu l'as pu, tu veux absolument le revoir. Puis pour moi, ça résume très bien le personnage de Raph là-dedans. C'est que tu cours après ça, tu penses que tu vas être heureux, puis le gars, il a 3 oliviers en main.
puis il sent absolument rien. Mais quand il sent qu'il y a un risque que sa carrière vacille, par exemple, il va tout mettre en œuvre. Il est même être prêt au pire bassesse pour conserver son trône. Puis pour moi, ça fait aussi écho à la consommation de drogue. C'est un peu la même chose aussi, c'est que tu finis par t'emplir de quelque chose qui va te détruire. Donc, je trouve qu'il y a un beau parallèle entre la drogue puis la célébrité. Puis ça un peu jeter les bases du roman pour moi. Tout à fait, tout à fait. On est vers la fin. Est-ce que tu veux nous parler un peu peut-être de Kim? Je vais prendre la balle au bon de Jean-Philippe. Personnage obsédé, ici, il en est un, celui de Kim. Bien, je dois dire que Kim vient quand même en grande partie de moi puis de mon passé, un passé assez sombre que j'ai eu avec YouTube à une certaine époque où je sortais des troubles alimentaires. Et là, je tombe sur des vidéos de bouffe, tu sais, de manger très clean et tout. Un peu comme Kim, j'ai été charmée par ces propositions-là et sans m'en rendre compte, ça a réactivé certaines blessures que je croyais en voie de guérison ou même guéries. Et donc, il y a le développement de l'obsession de Kim là, vis-à-vis ces vidéos-là, son désir aussi de participer à cette culture-là, bien, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, puis ça a été vraiment mon point de départ pour ce personnage-là. Puis bon, on se le cache, je vais pas me le cacher, là, mes personnages sont toujours un peu obsédés de quelque chose, que ce soit la rousseur ou quoi que ce soit d'autre. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le motif obsessionnel, c'est de voir comment c'est à la fois agentif et créatif, mais destructeur aussi. Puis je pense que c'est vraiment ce qui façonne le personnage de Kim dans la création de son avatar de YouTubeuse. Puis sinon, je dois dire aussi qu'il y a certaines figures comme Trisha Paytas, que j'ai nommée tout à l'heure, une star de YouTube qui a initié, j'oserais dire, les mukbangs aux États-Unis, mais aussi d'autres YouTubeurs qui ont connu des courbes, disons, dramatiques, assez similaires à celles de Kim. Donc, Nico Cado, Avocado. Je pense que cette personnalité-là a fortement résonné chez moi parce que c'était un garçon qui sort de troubles alimentaires, qui est vegan comme moi et qui s'est mis de fil en aiguille à faire des mukbangs de plus en plus trash. Et en ce moment, je ne sais pas dans quel état psychologique il est, mais une vidéo sur deux, c'est lui qui fait carrément un meltdown, puis qui braille, puis qui dit « Help me, aidez-moi ». Ah, c'est épouvantable. Ça me crève le cœur, puis j'avais envie de témoigner de ça à travers la traversée de Kim dans l'univers YouTube. Bien, je vous remercie tous les trois parce que ça a fait ces personnages-là compulsifs, ancrés dans le réel, très contemporains. Ça a fait que ce sont devenus des personnages très près de nous, lecteurs, lectrices. Même si on n'a pas nécessairement les référents, même si on n'est pas dans ces univers-là, on les aime. Et on veut les accompagner, et on veut les aider. Donc, merci beaucoup et merci pour votre présence ici aujourd'hui. Merci à toi, Sandrine. Ça a été un plaisir de parler culture pop avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci.